Absolument. Bonjour Alexis Corbière, Bonjour. député et l'un des lieutenants de Jean-Luc Mélenchon. On va parler de la gauche, de la campagne déjà bien lancée de Jean-Luc Mélenchon, mais d'abord l'actualité du jour. Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, qui est convoquée devant la Cour de justice de la République dans le cadre de la gestion gouvernementale de la première vague. Elle risque une mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Quelle est votre réaction ce matin ? De manière générale, sans même rentrer trop dans le dossier, c'est une bonne chose qu'il y ait un principe de responsabilité. En Ve République, c'est un peu l'irresponsabilité. Souvent, le président de la République, lui, ne rend pas des comptes au Parlement, etc. Et là, il est bon qu'une ministre, une ex-ministre, vienne tout de même s'expliquer devant la justice sur son attitude face à une crise qui a eu des conséquences très graves, plusieurs centaines de milliers de morts, on le sait. Et surtout, vous l'avez montré dans un reportage tout à l'heure. Pardon, plusieurs centaines de milliers de morts, pas en France. Hein, pas en France. Non. Mais surtout, je voulais faire le lien avec ce que votre reportage a montré tout à l'heure. C'est une succession de déclarations de sa part. Au début. Mais de sa part seulement, monsieur non, mais elle Corbière, est-ce qu'elle est la seule responsable ? J'entends bien. C'est ce sur quoi je voulais terminer. C'est-à-dire d'abord, elle, quand même, expliquer quand on dit la situation est sous contrôle, et puis qu'ensuite, vous l'avez montré, elle explique que, après avoir été défaite aux élections municipales, que les choses auraient dû se passer différemment parce que la situation, en fait, était très grave. C'est un problème. Et enfin, pour terminer, vous avez parfaitement raison, que moi, notamment, pour ce qui est, quand on connaît le fonctionnement de l'institution, le président de la République, il y a beaucoup de gens dans son équipe, moi, j'aurais du mal à croire que seul un ministre, un peu le lampiste de service dans cette affaire ait des comptes à rendre et que ça ne remonte pas aussi à ce qui concentre le pouvoir, sans doute les conseillers santé du président de la République et le président de la République lui-même. Vous souhaitez qu'il soit aussi convoqué on verra le dans le Premier dossier. ministre de l'époque, M. Lartivi. Tous ceux qui avaient le pouvoir à ce moment-là, c'est pas seulement Mme Buzyn, j'aurais du mal à croire qu'elle aurait pu étouffer certaines décisions. On sait tous comment cela fonctionne. Matignon contrôle cela de près et l'Élysée aussi contrôle cela de près. Donc je ne voudrais pas non plus qu'on mette en scène le fait qu'il y a un fusible en quelque sorte et que le président de la République qui concentre tous les pouvoirs ne rende aucun compte. Jean-Luc Mélenchon et d'autres responsables de votre parti dénoncent régulièrement les méthodes du gouvernement dans la gestion du Covid, notamment la multiplication des conseils de défense. Est-ce la preuve, cette convocation de Mme Buzyn, que le pouvoir, en tout cas, n'est pas au-dessus des lois ? Et donc, j'imagine que vous vous en félicitez. Il n'y a pas d'impunité, ni de... Mais il faut qu'il n'y ait pas d'impunité. Moi, je me méfie quand il y a une trop grande judiciarisation de la justice. Moi, ce que je regrette surtout, c'est que durant la crise, dans l'action, notamment le Parlement puisse avoir un pouvoir de contrôle vis-à-vis des ministres. Et ça n'est pas le cas. Et quand nous dénonçons, et on arrêtera sans doute là-dessus, sur ce qu'on appelle le Conseil de défense, c'est-à-dire une espèce de boîte noire qui ne rend aucun compte, qui prend les décisions essentielles, ça donne le sentiment, quand on est un parlementaire comme moi, y compris d'opposition, qu'on ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire que les ministres, les députés de la majorité sont souvent la courroie de transmission de ce que décident les ministres, et les ministres eux-mêmes sont la courroie de transmission de ce que décide un président de la République, à tel point qu'on a vraiment l'impression que quand le président de la République va s'exprimer, même les gens de la majorité vont découvrir à 20h ce que dit le président, et après tout le monde est au garde à vous. C'est pas bien, et cela amène une situation de crise telle qu'on l'a vu. On va parler de l'élection présidentielle, on est à un peu plus de 200 jours, et les choses s'accélèrent à gauche. Sauf coup de théâtre, Anne Hidalgo va annoncer sa candidature. Elle sera d'ailleurs l'invitée du journal de 20h sur France 2 dimanche. Je fais les comptes. Il y a votre leader Jean-Luc Mélenchon, il y a Fabien Roussel, le numéro 1 du PC, Arnaud Montebourg, bientôt un candidat écologiste désigné par la primaire. Ça fait au moins 5 candidats à gauche. C'est la certitude quasi absolue que vous n'aurez pas de candidats qualifiés pour le second tour, avec un tel éparpillement. Je ne vous laisserai pas le dire parce que vous n'en savez rien, parce 30%. Que c'est aux électeurs d'en décider, parce que la clé de tout, c'est la mobilisation de ceux qui sont abstentionnistes, souvent des milieux populaires. S'ils se mobilisent, alors le second tour est possible. Et sans doute, ça rentrait trop dans la cuisine, la possibilité d'entrer au second tour à cette élection présidentielle peut être à 18-19%. Et je rappelle que le candidat Jean-Luc Mélenchon, qui a la différence de tous les candidats que vous avez cités, que je respecte, mais a déjà fait 7 millions de voix à 19,5%, c'est possible. Donc moi, je ne cultive pas le crédité de 12-13% selon les sondages. Écoutez, si on parle sondage, et j'aime pas le faire, il y a en 2016, au même moment, en septembre 2016, nous étions au même niveau dans les sondages. Donc tout est possible. La question, c'est est-ce qu'on se mobilise ? Sur quoi on se mobilise ? Nous, notre stratégie et notre programme, ça s'appelle l'union populaire. C'est-à-dire que les appareils politiques, certains ont expliqué qu'ils voulaient l'union, mais en fait voulaient tous se présenter, ce que vous venez de citer. Nous, on dit on peut se rassembler sur des contenus. Et notamment, nous avons multiplié... Mais derrière Jean-Luc Mélenchon. Sur le programme d'abord, qui porte ce programme ? Qui porte notre programme qui a déjà rassemblé 7 millions de voix ? Celui qui veut augmenter le SMIC, celui qui veut la planification écologique, celui qui veut une 6e République, celui qui veut la retraite à 60 ans. Là-dessus, on peut se rassembler.
Mais pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, M. Corbière? Vous serez ce week-end à la fête de l'humanité, vous y verrez sans doute le candidat communiste, Fabien Roussel. Pourquoi au moins entre vous deux, là c'est une excellente discussion, c'est qu'avant et Fabien Roussel, vous ne vous mettez pas d'accord. Avant de placer la barre trop en disant qu'il faut que tout le monde se rassemble, ce qui n'est jamais arrivé, au moins ceux qui pensent un peu la même chose pourraient se rassembler. Nos amis communistes, au passage, je leur souhaite une bonne fête de l'humanité. J'ai beaucoup de sympathie pour les communistes. On a fait une belle campagne en 2012 ensemble, une belle campagne en 2017 ensemble. On pourrait la refaire. L'événement, c'était nous. Ouais. Ensemble, on avait réalisé la dernière fois les conditions quasiment d'être au second tour en 2022. Pourquoi ne pas le faire? C'est une discussion qui est en cours. Apparemment, les communistes ne sont pas du tout décidés à suivre Jean-Luc Mélenchon. Je ne peux que vous dire que j'en ai le cœur qui saigne quelque part. Et quelle proposition allez-vous leur faire? Notamment, on peut continuer à discuter. Pourquoi pas un accord en plus législatif, je le dis, avec les communistes, pour que, en cas de victoire évidemment de Jean-Luc Mélenchon, ou même si c'était pas le cas, nous puissions avoir un maximum de députés insoumis et communistes, parce que je le dis pas par affection comme ça, c'est parce qu'on porte le même programme. À l'Assemblée nationale, à 90%, il y a quelques points, les communistes sont pro-nucléaire, etc. Mais je veux dire, pour l'essentiel, nous disons les mêmes choses. Et je le répète, les Français le savent. 11% en 2012, 19,5% ensemble en 2017. Pourquoi ce que nous avons fait en 2017, nous ne pouvons pas le refaire? Et notre programme, l'Union populaire, plutôt que des fois de perdre du temps avec les directions politiques, propose qu'on se mette d'accord sur les contenus et on peut y arriver. Après, Madame Hidalgo, c'est le retour de François Hollande, elle a le droit, si vous avez aimé François Hollande, revoter Hidalgo. Voilà, mais Arnaud Montebourg, il devrait soit être à nos côtés, mais il est dans cet espace. J'espère que la candidature d'Arnaud Montebourg, qui n'ira pas jusqu'au bout, vous le savez très bien. Vous avez des informations? Non, mais je veux dire, on voit bien même le profil qu'il prend actuellement. C'est un peu normal, le jeu de la Ve République, qui vient de dire qu'il est candidat, il n'en a ni les moyens, ni même... Je veux dire, en tout cas, ça vous fait une concurrence supplémentaire. C'est un peu... À quoi ça sert? À quoi ça sert? Je le dis à Arnaud Montebourg, s'il pense sincèrement, et je sais que c'est un homme sincère, s'il est vraiment aujourd'hui pour passer en 6e République, une politique de réindustrialisation, créer les conditions réellement d'une remise en cause des traités... Mélenchon n'a aucune chance d'être président de la République, il l'a redit il y a quelques jours. Il devrait faire des rubriques d'horoscope dans les journaux, parce qu'il sait des choses, je ne sais pas d'où il le tient. Sur la base de quoi il dit ça? À quoi ça sert de... Je le dis à Arnaud Montebourg, qui est un homme que je respecte. À quoi ça sert de dire ça? Il n'en sait rien. La dernière fois, Jean-Luc Mélenchon... Il avait voté pour lui en 2017. Non, ah oui, alors ça c'est sans sonnette, sans la parole de Monsieur Montebourg. Et je dis à Arnaud Montebourg, la dernière fois, ça aurait été bien, parce que moi j'ai discuté avec lui, qu'il dise pour qui voter. Et peut-être qu'il aide à ce qu'il y ait un rassemblement la dernière fois, en aidant peut-être l'équipe de Benoît Hamon. Il l'a dit, mais après. Oui, écoutez, d'accord. Mais peut-être qu'il a... C'est toujours là. Il s'est souvent trompé, Arnaud Montebourg. Je rappelle que c'était l'homme qui appelait à voter François Hollande contre Jean-Luc Mélenchon. Bon, et c'est lui qui avait... Vous l'appelez quand même à vous rejoindre. Qui avait dit... mis Manuel Valls à Matignon. Donc, il pourrait peut-être ne pas éviter de nous faire un pronostic parce qu'il s'est souvent planté. Jean Castex, lui, se félicite de la situation économique. Il parle d'un rebond spectaculaire avec un nombre inédit de création d'emplois, un chômage au plus bas depuis 2008. Est-ce que vous approuvez ou est-ce que vous confirmez ou est-ce que vous contestez? Je vais vous dire, vous comme moi, si c'était vrai, j'approuverais. Mais ça, c'est de la propagande gouvernementale. Non, vous le savez, enfin, du moins, vous avez vu les chiffres. Il y a plus 4,4% par rapport à mars 2020, 5,7 millions de gens d'emplois, 300 000 emplois non pourvus. Non, mais attendez, la réalité des chiffres, c'est 5,7 millions de gens inscrits à Pôle emploi. Et si on prend la date de mars 2020, 4,4% en plus. Il y a eu actuellement 112 000 licenciements depuis mars 2020, 1000 plans de licenciement, d'accord? Est-ce qu'il y a un rebond mécanique du fait que là, on vient de traverser une situation où la croissance s'était quasiment arrêtée. Donc, il y a beaucoup de communication gouvernementale. Fausses informations qui sont données, c'est ce que vous nous dites notamment ce matin. Pour ce qui est du chômage, la petite musique, il y a des formules habiles parfois, mais que les Français, hélas, ne croient pas. J'aimerais me tromper. Mais quelle est la réalité? Est-ce que le chômage est vraiment au plus bas depuis 2008, comme le dit Jean Castex, ou vous avez Moi, je vous dis que le chômage a augmenté par rapport à mars 2020. Voilà, il y a plus de gens inscrits à Pôle emploi aujourd'hui que la dernière fois. Et vous le savez très bien, en plus, en fonction, l'augmentation des tarifs du gaz, l'augmentation des tarifs de l'électricité. Je crois qu'il y a des études qui montrent qu'un Français sur 4 considère que dernièrement, il a eu une baisse de pouvoir d'achat. Donc, il faut augmenter les salaires, augmenter le SMIC. Ce gouvernement n'a jamais augmenté le SMIC. Il faut mettre en place des mesures énergiques pour éviter que toutes les aides publiques qui ont été données ne profitent pas aux actionnaires. Vous savez, il y a eu des records, 51 milliards donnés de dividendes aux actionnaires. Une toute dernière question, Alexis Corbière. Jean Castex a pour l'instant écarté l'idée de la réforme des retraites dans les conditions actuelles. Tant mieux, il nous aurait trouvé sur son chemin. Est-ce que vous pensez néanmoins qu'elle peut quand même être votée avant l'élection présidentielle? Je ne le souhaite pas, ce serait une provocation sociale. On peut mettre en place une retraite à 60 ans pour tous. Pour les jeunes, ça ferait plus d'entrée sur le marché du travail. Et ce que j'ai dit tout à l'heure,
c'est qu'on peut répartir les richesses différemment. Il y a eu des profiteurs de crise dans la période. Vous savez, les 300 familles les plus fortunées, les millionnaires, ont vu leur fortune augmenter très fortement cette dernière année. On peut tous mieux vivre. Ça, c'est le programme de l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, il y a de quoi être majoritaire là-dessus. C'est ce que démontrent les études. On peut gagner en 2022. Je le dis à ceux qui nous écoutent. Il ne faut pas être dans la démoralisation. C'est possible. Merci Alexis Corbière.